Alors, je fais la deuxième partie là, des méthodes de mesure que j'ai commencé hier et que j'ai pas pu faire en direct, ce qui est pourri. Donc, on a vu les techniques de détection et avec ces méthodes-là de détection, on peut appliquer des méthodes de mesure donc par l'intermédiaire en fait de la spectrométrie et de la photométrie. Donc, la spectrométrie, en fait, c'est l'étude du spectre d'un phénomène physique, de sa décomposition en rayons lumineux de différentes énergies. En fait, c'est plutôt en ondes électromagnétiques, en fait. Donc, Planck a travaillé sur donc, le rayonnement du corps noir. C'est tout corps chauffant, en fait, émet un spectre électromagnétique. Donc, on appelle le rayonnement de corps noir. Et il a défini l'énergie en fonction du spectre qu'on obtenait. Donc là, on peut définir une température avec un spectre, avec la loi de Planck. Donc, par exemple, là, on voit le spectre à 800 degrés, hop, le spectre à 1005. Donc là, ils sont dans le rouge. Et plus on monte en température, plus il y a des rayonnements énergétiques, c'est-à-dire bleu, etc., quoi. Du coup, avec l'étude du spectre d'une étoile, on peut définir sa température de surface. C'est seulement, bien sûr, la température de la photosphère. C'est celle qui émet tout court, donc de la lumière en particulier. Et du coup, Stéphane et Boltzmann, c'est deux personnes, je pense, ont étudié un lien entre les températures et les étoiles, en fait. Donc, dans les 3000 degrés, l'étoile est rouge. Dans les 6000, elle est jaune-orangée. Dans les 10 000, elle est blanc. Et dans les 20 000, elle est bleue. Donc, on utilise donc un spectromètre. C'est un système qui disperse la lumière et équipé de détecteurs, donc un analyseur de spectre. C'est ce qu'on a vu, on l'a vu dans les méthodes de détection. Et on met ça au foyer d'un télescope, en fait. Et grâce aux données qu'on a, grâce à la loi de Planck, on peut comparer les données obtenues en astronomie aux données qu'on sait obtenues en laboratoire. Donc, en plus du spectre de raies d'émission dont on a parlé, du rayonnement du corps noir, on a, non, pardon, en plus du spectre continu d'émission, qui est le rayonnement du corps noir, on peut étudier deux sortes de spectres, le spectre de raie d'émission et le spectre de raie d'absorption. Donc, le spectre de raie d'émission, c'est mettre une lumière et interposer entre le spectromètre un gaz oui, un gaz en fait, qui peut être la vapeur d'eau, je sais pas moi, de l'oxygène, etc. Et on obtient un spectre de raie d'émission. Donc on voit ici, si on chauffe le même corps, par exemple on chauffe de l'oxygène, on obtient un spectre et qu'on met un spectromètre pour l'analyse, on obtient un spectre de raie d'absorption. Et les spectres de raie d'émission et d'absorption sont, on va dire, en miroir, parce qu'ils sont l'absorption qui a lieu là où on voit les traits, c'est que le gaz absorbe ces raies-là. Il est dû aux caractéristiques, on va dire, atomiques et des électrons, etc., des éléments qui sont traversés ou qui sont chauffés. Donc, c'est des propriétés intrinsèques de l'élément. Et du coup, si on chauffe, par exemple, mettons que ça, c'est le spectre de raie de l'oxygène. Si on chauffe de l'oxygène, on obtiendra ça.
Et si l'oxygène est traversé par une lumière, on obtiendra tout en ça. Donc, à l'aide de ces raies, on peut, par exemple, obtenir la composition d'un corps ou d'un nuage de gaz. C'est un petit peu plus complexe que ça, étant donné que s'il y a plusieurs éléments dans un nuage ou dans une atmosphère, il y a un chevauchement et du coup une sorte de parasitage en fait des différentes données. Donc, c'est pas aussi simple que ça y paraît. Mais l'idée, c'est tout de même d'observer avec la spectrométrie un nuage, par exemple, ou une planète, et d'analyser les données qu'on obtient par rapport à celles qu'on connaît obtenues en laboratoire. En spectrométrie, donc, il y a d'autres propriétés. Les spectres de raies donc, sont toujours dans la même longueur d'onde. Donc, lorsqu'elles sont caractéristiques mais décalées, donc là, c'est la raie caractéristique. Si elle est décalée vers le rouge, comme là, on sait que l'objet s'éloigne. Et si elle est décalée vers le bleu, comme ici, on sait qu'elle se rapproche. Donc, ce décalage s'appelle Z. Et il est fonction donc de la vitesse radiale qu'on voit à la petit v, donc de l'objet. Et on verra ce que c'est plus loin, la vitesse radiale, et de la vitesse de la lumière. Donc, on peut avoir la vitesse radiale avec le décalage en spectrométrie. Donc, l'effet Doppler, c'est la modification justement dont on vient de parler, de la fréquence d'une onde lorsque sa source émettrice et son récepteur sont en mouvement relatif. Donc, il permet de mesurer la vitesse d'éloignement ou de rapprochement d'un corps par rapport à la personne qui mesure. Donc, il s'agit de calculs complexes. Là, je vous ai mis une petite formule. Les petites formules ne sont pas pour vraiment comprendre, hein, parce qu'elles sont complexes. Et en plus, les formules que j'ai trouvées, souvent, elles sont à peu près simples au début de la science. Et au fur et à mesure qu'on la précise, ça devient des calculs vraiment très complexes. Donc, oui, je vais quand même dire par rapport à la petite image, quand l'étoile se rapproche, l'onde change. Donc, c'est cette vitesse-là qui fait le décalage. Donc, sans vitesse, c'est comme ça. Si c'est plus rapide, ça fait comme ça. Et c'est ça qui permet d'observer différents spectres, le décalage. Donc, à l'aide de cette méthode, Hubble a observé différentes galaxies. Il a constaté qu'elles se décalaient vers le rouge et du coup, il a constaté par l'observation que l'univers était en expansion. À la même période, le maître avait théorisé la même chose, sauf que lui, il ne faisait pas d'observation, c'était de la théorie. C'est pour ça que cette loi s'appelle la loi de Hubble-Lemaître. Et à l'aide de ces données de Hubble, on a défini la première mesure, on va dire, de la constante cosmologique qui s'appelle H en l'honneur de Hubble, H0. Donc, elle est discutée à l'heure actuelle comme à l'époque, elle est même assez différente de l'époque. Donc ça, c'était le schéma, en fait, grosso modo, le lien qu'il avait fait entre la distance des objets et leur vitesse radiale. Donc, qu'est-ce que c'est la vitesse radiale? L'observateur, ici, c'est nous. Et donc, on mesure la vitesse de cet objet. Cet objet, il se déplace sur ce petit schéma rouge, là, c'est son déplacement. Donc, à l'instant T où on observe, sa vitesse réelle est la tangente là, à la trajectoire. Et nous, la vitesse qu'on observe, c'est celle-ci. Donc, ce n'est pas la même, hein, ce n'est pas la vitesse réelle. C'est la vitesse donc radiale. Donc, la vitesse radiale est positive, par convention positive pour les objets qui s'éloignent et négative pour les objets qui se rapprochent. Donc, du coup, à l'aide de cette vitesse, on peut calculer des distances, détecter, voire définir l'orbite d'un objet, on verra plus loin, calculer des masses, et elle permet aussi
de calculer le taux d'expansion de l'univers, comme on l'a vu un peu au-dessus avec la spectrométrie. Par exemple, pour détecter une exoplanète, on cherche une vitesse, une variation de la vitesse variable de l'étoile qu'on observe, parce que deux objets massifs, même de faible masse, mais là, en l'occurrence, ce sera plutôt des étoiles associées à des planètes plutôt grosses pour voir cette variation, sont influencées l'une par l'autre. Donc, la vitesse de l'étoile est modifiée par l'influence de la planète massive. Donc, en étudiant la vitesse de l'étoile, on peut deviner en fait ou définir qu'elle est en interaction avec un objet massif. Donc, la méthode, c'est on obtient un graphe de vitesse en fonction du temps. Et on a fait un lien entre la vitesse donc radiale de l'élément et la vitesse relative. Donc, c'est à l'aide de ces tableaux qui sont dus à beaucoup d'observations, on peut, avec une vitesse radiale, définir une vitesse réelle. Et on peut en déduire, donc tout ça après, c'est des calculs mathématiques complexes, une période de rotation. Là, c'est l'étude des systèmes, hein, ce n'est pas l'étude d'un objet seul. Donc, ça va être une étoile ou plusieurs étoiles, ou une étoile et des planètes massives. Et ça permet aussi, en plus de la période, de déduire une masse, la masse du système plutôt. Donc maintenant, on va voir la photométrie. Alors c'est pareil, hein, c'est un instrument qui se met au foyer d'un télescope. Et là, on utilise la quantité de lumière reçue par le photomètre. Et la donnée brute, c'est ça. Ça n'a du coup rien à voir avec la spectrométrie. Il y a un ensemble de filtres, hein, donc, pour avoir les différentes ondes, longueurs d'onde. Donc, à l'aide d'un photomètre, on peut avoir une magnitude apparente d'une étoile, d'ailleurs d'un objet éventuellement. Donc, par l'observation aussi, tout comme Hubble, par l'observation, bon là, c'était des analyses de données, hein. Hubble aussi, c'est l'observation visuelle, c'est pas du tout ça. Donc, Henrietta Leavitt, je ne sais pas comment ça se prononce, avait observé donc le nuage de Magellan et trouvé un lien entre les étoiles, les céphéides, qui sont des étoiles variables, entre leur période et leur luminosité apparente. Or, le nuage de Magellan, on va dire, est grosso modo à la même distance de nous. Donc, toutes les étoiles sont à peu près à la même distance. Donc, ensuite, d'autres chercheurs ont fait des études plus poussées de ce qu'elle avait détecté et ont pu faire une relation entre la luminosité, la magnitude absolue et la magnitude apparente en fonction des périodes des céphéides. Donc, on verra plus loin les périodes des céphéides. Donc, on va dire la formule de base, c'est assez simple, c'est ça. Et à l'heure actuelle, j'utilise des formules bien plus compliquées. Donc, par convention, la magnitude absolue, c'est la magnitude d'un astre à une distance de 10 parsecs. Donc, la méthode des céphéides. Les céphéides sont des étoiles géantes ou supergéantes jaunes dont la luminosité varie de manière périodique. Donc, l'image précédente, on avait le lien, je reviens à l'image précédente. Dans le nuage de Magellan, cette relation, donc avec la luminosité, la magnitude apparente. Et là, on a le même schéma avec la période, mais avec la magnitude absolue. Donc ça, c'est un lien qui a été fait donc, par l'observation. Ce n'est pas des calculs théoriques. Donc, si on connaît la période d'une céphéide,
en l'observant suffisamment longtemps, on connaît sa magnitude absolue. Et avec une magnitude apparente et une magnitude absolue, on peut déterminer une distance puisqu'on sait le lien qu'il y a entre la perte, on va dire, de luminosité en fonction de la distance. Alors, une autre méthode qui permet d'avoir des distances, c'est l'étude des supernovas de type 1A. En fait, les supernovas de type 1A, ce sont des naines blanches, donc qui sont très, très massives, qui absorbent une étoile compagnon et qui, lorsqu'elles atteignent une masse critique, donc la masse de Chandrasekhar, qui vaut 1,44 masse solaire, leur équilibre est rompu et elles s'effondrent pour exploser en supernova de type 1A. Et donc, en fait, sachant cette masse d'origine, etc., on connaît la quantité d'énergie qu'elles émettent. Du coup, elles ont une magnitude absolue identique. Donc, en fonction de la magnitude apparente qu'on peut déterminer par l'observation, lorsqu'on sait que c'est une supernova de type 1A, on peut définir la distance. Donc là, j'ai mis une petite image de la courbe de lumière typique, on va dire, d'une supernova de type 1A. Maintenant, la méthode des transits. Là, c'est pour la détection, mais elle permet aussi de définir d'autres choses sur les objets qu'on détecte. Donc, c'est toujours avec la photométrie. On peut détecter le passage d'un objet devant une étoile. Donc, il faut qu'elle soit située entre nous et l'étoile. Mais on peut là détecter des planètes de petite masse. Donc, le fait que la planète passe devant l'étoile, ça fait diminuer la luminosité de l'étoile. Et on peut, avec cette méthode, avec des observations de longue durée, donc on peut étudier sa période de révolution, du coup, et son rayon, et aussi sa vitesse avec l'effet Doppler, et donc sa masse et sa densité apparente. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut déduire avec ces observations, en particulier en photométrie, mais l'effet Doppler, ça va être avec la spectrométrie, et croiser les données pour obtenir quand même une quantité d'informations sur les objets qu'on détecte. Alors, la méthode de la parallaxe. La parallaxe, c'est le terme utilisé pour dire le déplacement de la position de départ apparente d'un objet dû au changement de position de l'observateur. Et c'est l'angle que mesure ce changement de position. Donc, elle permet de calculer des distances. On va dire que, grosso modo, pour schématiser, parce que c'est bien plus compliqué que ça, en trigonométrie, dans un triangle, on peut calculer des longueurs à partir d'une longueur et d'un angle. Donc, en astronomie, on définit les angles avec les coordonnées qu'on a dans le ciel, les méthodes que nous a exposées Fabien. Et on fait des mesures en 2 endroits différents ou en 2 temps différents, on le verra, pour définir cet angle. Donc, il y a la parallaxe diurne et la parallaxe annuelle. La parallaxe permet de définir des distances ou dans le système solaire avec la parallaxe diurne, ou on va dire grosso modo dans la galaxie avec la parallaxe annuelle, elle n'est pas pertinente pour les distances très lointaines. Donc peut-être jusqu'au nuage de Magellan, mais après, si on s'éloigne trop, on ne va pas pouvoir utiliser la parallaxe. Donc là, ça va être la parallaxe diurne, donc plutôt dans le système solaire. Donc là, on va mesurer l'angle, la parallaxe, c'est l'angle P. Et on va le mesurer en prenant des mesures à différentes positions donc, de la Terre. Et on va prendre la mesure, l'élément connu, ça va être ce demi-grand axe-là. Et on va calculer la parallaxe. Et à l'aide de ces mesures,
on va pas pouvoir calculer, par exemple, ici, la distance à la Lune. Et ces méthodes de calcul, elles ont été vérifiées de différentes manières. Elles sont pertinentes, on va dire. En particulier, avec la Lune, on mesure à l'heure actuelle la distance Terre-Lune à l'aide d'un laser et d'un outil qui a été installé par Apollo, une des missions Apollo sur la Lune. Donc, c'est des méthodes éprouvées. Alors, la parallaxe annuelle, elle va utiliser le demi-grand axe Terre solaire. C'est la distance moyenne, hein, parce que ce n'est pas une distance fixe. Et là, la parallaxe, là, c'est l'angle qu'on voit là. Donc, avec ça et cet angle, on va pouvoir définir cette distance. Et cet angle, il est défini à l'aide d'une position à 6 mois d'écart. Et donc là, on calcule l'angle à l'aide de l'observation, en observant le déplacement, en fait, de l'étoile qu'on fixe par rapport au fond des étoiles qui sont autour d'elle, en fait. Parce qu'il y a un déplacement, comme on peut le voir sur ces petits schémas. Alors, il y a la méthode aussi de l'effet de l'antigravitationnel qui permet de beaucoup de choses, détecter des objets plus lumineux déjà. Elle permet de définir des masses, en particulier la masse des amas. Et elle permet aussi d'avoir plusieurs images d'objets. Parce qu'en fait, comme une masse importante, en particulier quand on se sert des amas de galaxies déforme l'espace-temps, ça dévie la lumière, elle suit une trajectoire en ligne droite pour elle, mais comme l'espace-temps est déformé, c'est dévié pour nous. Et du coup, on a une répétition d'images, par exemple. Donc, si on avait une supernova qui explosait là, on pourra avoir sa répétition là et avoir plusieurs mesures et plusieurs informations qui permettent d'affiner les mesures de distance, voilà, avec les décalages observationnels. Et donc, on peut observer des objets plus lumineux, des objets lointains. Ça fait un effet de lentille, donc de grossissement. Et elle a aidé pas mal à définir les masses des objets, en fait, cette méthode. Elle a permis d'affiner la constante de Hubble et donc le taux d'expansion de l'univers. Et c'est grâce à ça aussi, l'observation des lentilles gravitationnelles, qu'on a compris qu'il y avait une masse non expliquée, la matière noire, dans l'univers. Bon, pour le calcul des masses, la méthode, on va dire, de base, c'est la troisième loi de Kepler, qui définit un lien entre la période d'un système. Donc là, il faut que ce soit un système, comme je le disais tout à l'heure, pour la définition des masses par rapport au système, soit une étoile, une planète, soit un système d'étoiles. Et donc, il y a une relation, là c'est basique aussi, hein, c'est une formule simple, elle est plus complexe, entre la période, la gravitation et la masse là, du Soleil. On va prendre, quand c'est un système, la masse, grosso modo, ça va être la masse de l'étoile, en négligeant la masse des objets, parce qu'elle est négligeable par rapport aux objets. Par contre, si on étudie un système avec plusieurs étoiles, la masse, ça va être la masse du système. Et donc, en fait, c'était une étude par rapport au centre de gravité du système. Donc, comme pour la parallaxe, on fait intervenir le demi-grand axe du centre de masse, en fait. Du coup, là aussi, une relation a été établie par l'observation entre la masse et la luminosité, mais seulement pour les étoiles dans la séquence principale. C'est le diagramme Hertzsprung-Russell, donc. Et du coup, quand on a une masse, une luminosité, on peut déterminer une masse.
Bon, là, on parle de magnitude absolue. Donc, ça a été obtenu aussi donc, par l'observation. Donc, pour le calcul des masses, il y a un autre théorème qui revient quand je lis les choses, plusieurs occasions. Ce qui a l'air important, c'est le théorème de Viriel. Donc, pour revenir sur l'observation des amas, c'est un petit peu le même principe, on va dire, que la troisième loi de Kepler, mais appliqué à des systèmes plus complexes. Donc, en fait, c'est un théorème qui est beaucoup plus complexe en niveau mathématique. Donc, on se sert de calcul des vitesses des galaxies, les unes par rapport aux autres. Et la vitesse, donc, est définie par rapport à l'effet Doppler. Et du coup, c'est le même principe d'une relation d'effet de masse entre les objets, sauf que là, on n'a pas des systèmes simples à quelques objets, mais on a un amas de galaxies. C'est un système où il y a de nombreuses galaxies. Mais c'est le même principe, on va dire, théorique mathématique. Du coup, pour résumer, la spectrométrie et la photométrie, avec l'observation, ce sont des éléments essentiels et j'ai pas vu beaucoup d'autres choses en fait. Et le reste, ce sont des mathématiques complexes, de la physique. Donc, avec la spectrométrie, on peut définir la composition des objets, donc gaz, étoiles, planètes, la température d'un corps, définir un décalage spectral, donc une vitesse avec l'effet Doppler, définir une vitesse radiale, donc une vitesse relative. Et avec des vitesses, on peut trouver des distances, définir la constante cosmologique et la vitesse, le taux d'expansion de l'univers. Avec la photométrie, on peut détecter des objets, leur période de rotation, leurs rayons, des masses et les masses des systèmes. On peut définir la magnitude absolue par rapport à une période et une magnitude relative. Et on peut définir des distances avec les magnitudes et les périodes. Et donc, on peut associer ensuite, bien sûr, la spectrométrie et la photométrie. Et l'astrométrie de précision, comme avec Bull ou Henrietta Leavitt ou quoi, elle permet de définir déjà, pour commencer, des outils pour simplifier la vie des astronomes et quand on trouve des relations entre les différents objets, par exemple comme le théorème la courbe de Hertzsprung-Russell ou les relations période-luminosité. Et donc là, l'astrométrie de précision, elle utilise l'interférométrie et les lentilles gravitationnelles. Donc, on peut calculer des distances avec la parallaxe et des masses avec la troisième loi de Kepler et le théorème de Viriel. Ah, voilà. Ensuite, voilà, les distances se calculent en kilomètres pour ce qui est vraiment très proche. En parsec, c'est la distance Terre-Soleil ou en années-lumière. Donc, le laser pour la Lune, la parallaxe dans les systèmes solaires ou les étoiles proches, la photométrie avec les céphéides, puis les supernovas de type 1A, la spectrométrie avec le décalage vers le rouge et les effets de lentilles gravitationnelles. Les masses se calculent en masse solaire, donc 1,98 fois 10 exposant 30 kg, c'est-à-dire 330 000 masses de la Terre. Et on étudie donc les systèmes en vitesse radiale et photométrie avec la méthode des transits, la loi de Kepler, le théorème de Viriel, le diagramme de Hertzsprung-Russell, voilà, et l'antigravitationnel. Je n'ai pas cité Wallis et Feit, je l'ai cité. Bon, je crois que j'ai un petit peu fait le tour. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez eu des questions ou des suggestions à faire, n'hésitez pas. Voilà. Merci. Hop.